Je, je donne quelques informations supplémentaires. Donc, je suis avocat au barreau de Paris, spécialisé en fiscalité. Je fais de l'expatriation fiscale depuis maintenant près de 30 ans. J'interviens particulièrement sur Israël, mais aussi, et c'est ce qui me donne une vision plus large sur quasiment tous les pays du monde, puisqu'on a une clientèle qui doit être dans une trentaine de pays dans le monde. Et l'expérience qu'on voit aussi bien sur Israël que sur d'autres destinations nous permet d'avoir une approche globale, de voir des sujets petits, gros, énormes, moyens et à tous les niveaux. Alors aujourd'hui, on va parler d'immobilier. Alors un peu plus large que l'échange automatique, parce que Rachel, t'as pas relu notre présentation. Dans notre présentation, l'idée, c'est d'expliquer qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour des résidents fiscaux français sur des biens immobiliers détenus en Israël et toutes les incidences. Et c'est d'autant plus intéressant de voir ça au mois de janvier, qu'on va bientôt avoir des déclarations d'impôt sur le revenu et qu'on voit, nous, des gens arriver avec des sujets où on leur explique, mais la fiscalité a changé. Il est important de connaître la fiscalité. C'est un sujet extrêmement complexe, mais vous faites une mauvaise analyse de la fiscalité. Je vais vous donner un exemple. Beaucoup de personnes me disent, ah, mais je ne déclare pas mes revenus fonciers en Israël. Ce qui est une erreur stratégique parce que le fisc israélien est beaucoup moins gentil que le fisc français, mais surtout parce que l'impôt israélien est radicalement moins élevé qu'en France et que par le jeu des conventions fiscales et donc de la convention fiscale entre la France et Israël, vous allez quasiment neutraliser l'imposition française. Donc, aujourd'hui, on est dans un monde totalement transparent en fiscalité. Vous ne pouvez pas dire j'utilise Internet, j'utilise l'intelligence artificielle et penser que l'administration fiscale n'a pas ces éléments-là. Aujourd'hui, les contrôles fiscaux, que ce soit les résidents ou non résidents, ce sont des critères choisis par l'administration fiscale qui font fonctionner l'intelligence artificielle et qui font ressortir les dossiers. Et l'administration se trompe rarement quand elle vient voir quelqu'un. Donc, ça, c'est notre préalable. Et pour boucler la boucle, on va commencer par ça, on a un sujet d'échange automatique concernant des biens immobiliers. C'est extrêmement complexe, qui a été décidé au mois d'octobre dernier. Il faut savoir que depuis 2020, on a l'échange automatique en matière bancaire. On a la crypto-monnaie qui rentre en application en 2026. Et au plus tard en 2029-2030, l'échange de données immobilières. Les pays vont connaître exactement quel est votre patrimoine immobilier à l'étranger, quels sont les revenus que vous percevez et comment vous avez acquis ce patrimoine. Est-ce que vous l'avez acquis par donation, par succession ou parce que vous avez acheté et connaître le prix? Cette mise en place, et il faut savoir qu'ils ont tenu compte de toutes les leçons au regard de l'échange automatique de données bancaires. Cette mise en place va être plutôt rapide, puisqu'on a déjà 26 pays qui spontanément ont dit qu'elles rentreraient dans cet échange. Alors, aujourd'hui, on n'a pas encore Israël. Israël n'a pas statué. La France y est, mais il faut savoir que Israël faisant partie de l'OCDE, toutes les dispositions appliquées par l'OCDE ont intégralement été reprises par Israël. Elles sont, on sait très bien sur le fonctionnement de l'OCDE, dès qu'un pays se détourne d'une règle, on lui explique que soit il en sort, soit il applique rapidement. Et c'est notamment ce qui s'est passé en 2019 sur l'échange automatique. Israël avait un an de retard avec la Turquie. Et elle s'est dépêchée de trouver une solution avec l'OCDE et prendre une loi pour échanger. Et aujourd'hui, elle répond aussi bien à l'échange automatique qu'aux demandes d'informations faites par les autres pays. La mise en place de l'échange automatique immobilière, je vous ai parlé de 2029-2030, mais on a un préalable
qui devrait intervenir normalement dans les 12 mois de la signature d'une première convention. Et a priori, la convention est prête et elle devrait bientôt être signée par un certain nombre de pays. Mais je pense que sa mise en application ne sera pas avant 2028. C'est ce qu'on appelle la communication d'un stock. Dans le stock, il va être communiqué les informations concernant les détentions directes, c'est-à-dire que vous avez un bien immobilier, ou les détentions indirectes par le biais d'une société. Et à partir du moment où vous avez des participations dans une société, l'information immobilière, l'information sera communiquée à votre pays de résidence fiscale. Ne pensez pas que en ayant la double nationalité, ça vous protège. Il y a tellement d'erreurs dans l'échange automatique que même les personnes qui ne pensaient pas y être, à un moment, y étaient. Donc, le stock initial, c'est sûrement ce qui va faire le plus mal parce que le stock initial va permettre au pays de dire, voilà qui sont les non-résidents qui possèdent de l'immobilier chez nous, voilà comment ils l'ont acquis, en quelle année, à quel montant. Et donc, c'est ce qu'on appelle le stock initial. Et tous les ans, on va avoir une information qui va être ajoutée concernant les loyers, donc les montants déclarés auprès des pays, et puis derrière, les cessions, les donations et les successions. Alors, on sait qu'en matière de succession et donation, aujourd'hui, entre Israël, plus personne ne prend le moindre risque parce que ceux qui pensent pouvoir échapper à ces mécanismes-là sont totalement en dehors de la réalité fiscale. Et ce qui pointe aujourd'hui, et on le voit nous dans les relations avec l'administration fiscale, c'est soit on va voir spontanément l'administration et on trouve des solutions, ils sont plutôt ouverts, et ça se passe même plutôt bien, soit vous allez passer sous les fourches codines de l'administration fiscale et éventuellement avec aujourd'hui du pénal. L'administration fiscale, avant, on appelait ça le verrou de Bercy, euh, avait une double obligation de validation avant de déposer une plainte pénale. Il se trouve qu'elle a aujourd'hui, de par la loi, l'obligation, dans certains cas, de déposer une plainte pénale. Donc, ne jouez pas avec ça. Alors, on va pas non plus dramatiser, hein, on va pas en prison pour de la fiscalité, mais la peine, elle est connue de tous les fiscalistes. C'est 6 mois avec sursis, inscription sur un casier judiciaire, indépendamment de condamnation à paiement de sommes importantes. Et je le vois puisque j'ai un dossier qui m'est arrivé fin décembre sur des non-déclarations, et puis après le client a dit qu'il ne connaissait pas, et Israël a validé les informations que l'administration avait pu obtenir par ailleurs, on est à 80% de pénalité. Ce que on ne voit jamais en régularisation, puisque on est généralement à 40, voire à 10% quand on arrive à bien négocier. Donc, vous avez de l'immobilier, ne faites pas la politique de l'autruche parce que nous, en fiscalité, on connaît parfaitement cette typologie de clients. On se dit plus tard, plus tard. Sauf que c'est pas parce qu'on n'est pas venu vous voir depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, même sur des comptes bancaires, que l'administration vous oublie. Il y a aujourd'hui, en termes de comptes bancaires, plus de 2,5 millions de comptes bancaires déclarés par des Français à l'étranger. Et les informations n'ont pas été entièrement exploitées par l'administration, mais au fur et à mesure, elle les exploite et on voit encore des correspondances. Donc, lorsque vous avez un bien immobilier en Israël, il faut d'abord comprendre une chose, c'est que vous n'avez pas l'obligation de le déclarer en France. Pourquoi? Parce que la possession d'un bien immobilier en Israël ou même ailleurs, hein, n'implique pas une déclaration comme un compte bancaire. Vous ne devez le déclarer uniquement si vous êtes redevable de l'impôt sur la fortune immobilière et donc s'il rentre dans votre calcul. Mais si vous êtes sur un patrimoine inférieur à 1,3 million, vous n'avez pas à le déclarer. Et donc, si vous vous trouvez avec une résidence secondaire que vous achetez en Israël, euh, on ne va pas le voir apparaître sur votre déclaration d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur la fortune immobilière. Parce que moi, souvent, la première question
qu'on me pose, c'est me dire, mais je ne l'ai pas déclaré. Je leur dis, mais vous n'avez pas à le déclarer. Par contre, et c'est là d'où vient le malaise avec l'administration fiscale, c'est que généralement, quand on a un bien immobilier, on a un compte bancaire. Et ce compte bancaire, on doit le déclarer. Si on ne déclare pas le compte bancaire, comme l'administration fiscale ne voit pas le bien immobilier, dès qu'elle le repère, elle a une présomption qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé dans votre dossier. Et donc, ça devient infernal avant qu'on réussisse à expliquer à l'administration que vous êtes dans votre bon droit. Donc, c'est l'histoire du grain de sable qui va figer tout le mécanisme et provoquer une catastrophe. Mais vous n'avez pas d'obligation si ce bien n'est pas loué. Si ce bien est loué, vous devez déclarer les revenus fonciers en Israël. Alors, on a deux méthodologies. Je connais parce que j'ai beaucoup de clients en Israël et y compris dans d'autres pays, donc je connais quasiment l'imposition de l'immobilier dans une trentaine de pays dans le monde, mais ce n'est pas moi qui vous ferai une déclaration. Vous allez avoir soit le régime du 10%, c'est-à-dire on va prendre vos loyers bruts, et ça on le déclare avant la fin janvier de l'année suivante, soit vous allez avoir l'équivalence de ce qu'on appelle, nous, le loueur meublé professionnel ou non professionnel, c'est-à-dire que le bien va être amorti. Très important à comprendre, parce qu'on a aussi des redressements sur ça, parce que les clients vont voir un expert comptable israélien. L'expert comptable israélien leur donne une déclaration et ils reportent le montant dans leur déclaration d'impôt sur le revenu. Sauf que c'est un peu plus complexe que ça. Il faut savoir que la France, et comme tous les pays du monde, explique, et on a des textes dans le Code général des impôts, que les revenus fonciers étrangers doivent être calculés et imposés selon les règles françaises. Donc, on va être amené à retraiter légèrement la déclaration de votre expert comptable israélien pour pouvoir la déclarer en France. Mais le principe est que l'impôt payé en Israël annule l'impôt français. Pourquoi? Parce qu'on a différents mécanismes dans les conventions fiscales de crédit d'impôt. Une convention fiscale, quand je pose la question de manière un peu malicieuse à mes clients, ils me disent ça sert à savoir où on va imposer un impôt. Ah non, en réalité, une convention fiscale, ça ne sert pas à ça. Ça sert à répartir l'imposition et à savoir comment on va utiliser des crédits d'impôt en fonction des pays. Vous avez plusieurs mécanismes. Et Israël a le mécanisme le plus intéressant avec la France. Vous pourriez avoir un impôt en Israël, on va dire, de 2 000 euros. Dans un des mécanismes, on vous imposerait en France et on déduirait les 10 000 euros de votre impôt. Sauf qu'en Israël, on a un mécanisme de crédit d'impôt sur impôt et pas l'euro. Le fait de payer 2 000 euros en Israël va vous éviter de payer en France 5, 6, 7 ou 10 000 euros. D'où l'importance essentielle de pouvoir bien déterminer que vous avez une imposition et que vous avez payé en Israël. D'ailleurs, quand on dit payer, moi je dois avoir plus de la moitié de mes clients qui ne payent pas d'impôt en Israël, mais on le spécifie dans leur déclaration d'impôt sur le revenu. Pourquoi? Parce qu'ils sont négatifs au regard de l'amortissement ou d'autres conditions. Autre élément important, et on va le voir en passant aussi à l'impôt sur la fortune immobilière, c'est qu'en Israël, même si vous payez votre expert comptable souvent en euros ou en dollars, la monnaie, c'est le shekel. Et lorsqu'on déclare des revenus fonciers, on a l'obligation de les déclarer par rapport à la moyenne du shekel au cours de l'année d'imposition. Alors, nous, on a l'habitude, puisque on a des fichiers déjà tout faits qui arrivent sur la moyenne du shekel, et c'est comme ça qu'on va reprendre les informations de l'expert comptable. Donc, ce que vous devez retenir, c'est qu'un bien immobilier loué en Israël, c'est plutôt une très bonne affaire parce que vous avez souvent une bonne rentabilité avec une fiscalité quasi absente par rapport à ce qu'on trouve aujourd'hui en France.
où vous allez avoir une fiscalité maximum de 10%. En France, vous pouvez avoir une fiscalité supérieure à 60%. Donc ça change un peu les règles du jeu, et même beaucoup. Et quand des clients viennent me voir et me disent, tiens, on envisage de vendre pour telle et telle raison, bien souvent, dans 2 cas sur 3, ils repartent, ils se disent, tout compte fait, on regarde la fiscalité, on a plutôt intérêt à conserver, parce qu'il est beaucoup plus intéressant de détenir un bien loué en Israël qu'en France, y compris au regard des règles en matière de baux. Vous devez aussi, tous les ans, déclarer votre bien à l'impôt sur la fortune immobilière. Il se trouve que, alors le sport en France, c'est bien évidemment de sous-évaluer l'impôt sur la fortune immobilière. Il suffit de regarder les déclarations d'impôt de nos hommes politiques avant les présidentielles pour se comprendre que le bien qui vaut 10, il n'est pas déclaré 10. Mais nous, on a une difficulté lorsqu'on a des biens à l'étranger, et donc dans notre cas en Israël, c'est qu'on va regarder la variation de la valeur du bien, mais on a aussi une autre chose qui joue, c'est la variation du shekel. C'est-à-dire que lorsqu'on me dit, je l'ai acheté 1 million d'euros et je vais dire qu'il passe à 1 million 50 000 ou 1 million 20 000, je leur dis, mais ce raisonnement, moi, je ne peux pas l'accepter. Vous avez acheté en shekel, il faut déterminer une valeur en shekel et la convertir en euros. Et pour le coup, en matière de location, on a vu que c'était la moyenne des 12 derniers mois. En matière d'impôt sur la fortune immobilière, on prend le taux de change au 1er janvier de l'année. Donc, dans la future déclaration que vous allez devoir déposer entre le mois de mai et le début juin prochain, il faudra tenir compte du taux de change shekel-euro au 1er janvier. Et bien évidemment, parce que nous, on voit les dossiers arriver plutôt, on va dire, la moitié en phase de conseil et la moitié en phase contentieuse. Lorsque l'administration vous pose une question, plein pot, vous répondez le contraire de ce que je viens de vous expliquer pendant 5 minutes. Et quand on vient me voir, j'explique au client que c'est quand même compliqué de récupérer une situation où vous avez déjà gravé dans le marbre un process et que l'administration n'a plus qu'à vous envoyer la flèche pour vous notifier un redressement. Donc, on fait très attention lorsqu'on répond à l'administration. On est sur des sujets sensibles et compliqués, hein. Mais ce n'est pas uniquement lié à Israël, c'est la fiscalité française qui est compliquée. Parce que nous, quand on reprend des déclarations d'impôt sur la fortune, nos clients nous expliquent, ah, mais regardez, j'ai sous-évalué les biens. Et on leur explique qu'ils les ont sous-évalués, mais que nous, en prenant nos règles légales, on arrive à des montants inférieurs. Donc leur sous-évaluation démontre qu'ils ne sont pas rentrés dans une véritable analyse fiscale de la situation. Donc, on a vu l'impôt sur le revenu. On a vu l'impôt sur la fortune immobilière. On va regarder maintenant lorsque vous allez devenir propriétaire d'un bien. Vous êtes propriétaire d'un bien via une acquisition. On a vu, il n'y a pas de déclaration. Vous êtes propriétaire d'un bien via une donation ou une succession. Quand c'est une donation, vous avez l'obligation de le déclarer dans les 30 jours de la donation effectuée en Israël. Il se trouve que nous, on intervient souvent sur les donations et qu'on est intervenu, je crois que c'était au mois de juillet dernier, sur une donation où on nous a donné les infos très très tard. On avait dépassé les 30 jours, l'administration fiscale a notifié un redressement à mon client de plus de 10% avec des pénalités. Il a fallu qu'on rame pour éviter et faire revenir en arrière l'administration fiscale. Donc, on a un délai très court. Maintenant, et vous voyez, ce dont je vous parle, c'est l'application de la fiscalité française, parce qu'aujourd'hui, vous êtes résident fiscaux français ou vous êtes devenu résident fiscaux israélien depuis peu de temps. Il faut comprendre que vos sujets sont à traiter fiscalement en France et que toutes les solutions qu'on voit venir d'Israël, alors nous, ils nous font un peu rigoler au départ,
Et quand on les explique à nos clients qui ont payé des honoraires souvent démentiels en Israël, on leur explique, mais vous êtes trompé de sujet. C'est pas Israël qui va vous sauver de la France. C'est pas un expert comptable, un fiscaliste ou un avocat israélien. Donc, quand on vient nous voir, on nous explique, ben, j'ai reçu une donation il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans d'un bien immobilier, et puis j'ai entendu qu'il y allait avoir un échange. Je leur dis, ben, vous êtes dans la pire des situations pour un fiscaliste. En fiscalité internationale et en fiscalité patrimoniale internationale, il y a deux gros mots, le trust et la donation. Pourquoi? Parce que la donation est imprescriptible. Alors, dites, mais comment quelque chose peut être imprescriptible? Parce que la prescription d'une donation ne commence à démarrer qu'à compter du jour où l'administration fiscale en a connaissance. Et le pire, c'est que quand elle en a connaissance, elle a le droit de taxer la donation, soit sur la base de la valeur du bien au jour où la donation a été effectuée, soit au jour où elle en a eu connaissance. Alors, on va prendre un exemple d'une donation effectuée en 2010 en Israël. A priori, le bien a au moins fait x2, voire x3 depuis, entre le shekel et la variation de l'immobilier. Donc vous imaginez qu'une donation sur un bien, même à 1 million d'euros de shekel à l'époque, la catastrophe que c'est si l'administration retombe sur ça aujourd'hui. Et avec l'échange, elle va retomber sur ça. Donc moi, je mets toujours en garde lorsqu'on dit, alors j'ai rattrapé, je crois, 3 clients cette année, et des clients qui sont souvent des chefs d'entreprise, donc qui ont des connaissances fiscales, mais qui m'ont dit, non, mais moi, mon avocat en Israël m'a dit de faire une donation à mes enfants. Il m'a dit que c'était zéro. Oui, mais pour que ce soit un taux zéro, il faut que vous soyez résident fiscal israélien, que vos enfants soient résidents fiscaux israéliens, et que le bien soit en Israël ou du moins pas en France. Donc à partir du moment où vous êtes résident fiscaux français, ou que vos enfants sont résidents fiscaux français, c'est la France qui taxe. Et donc, l'avocat israélien qui, naïvement, mais c'est pas naïf, c'est pas naïvement qu'ils le font, hein. Il y a bien longtemps que j'ai compris qu'ils se moquent des conséquences fiscales, ils considèrent que c'est pas dans leur job. Euh, c'est pour ça que je vous dis, faites vraiment attention aux donations. On ne fait pas une donation n'importe comment. Et moi, je suis plutôt aujourd'hui un fervent de la donation de biens immobiliers, parce que j'explique à mes clients qu'il faut profiter d'une situation où en Israël, on a quand même des sujets sur les valeurs immobilières pour aller faire des donations, notamment en nue propriété. Alors ça existe, hein. On n'appelle pas ça comme ça en Israël, mais c'est des donations où vous allez pouvoir réduire le coût pour éviter que ça soit une catastrophe à l'ouverture d'une succession. Dans le cas des successions, c'est un peu plus simple et aujourd'hui, tout le monde comprend qu'on doit déclarer les biens qui sont situés en Israël. Alors tout le monde, il en reste encore puisque j'étais il y a une dizaine de jours en Israël et on m'explique un schéma pour que des résidents fiscaux français ne déclarent pas en France la succession. Et je leur explique, mais à mon avis, la personne qui... Alors, on voit Dubaï à toutes les sauces, hein. Aujourd'hui, on vous explique que Dubaï... sauf que Dubaï, qui est la deuxième destination pour les Juifs français, c'est aussi la destination pour un fiscaliste la plus compliquée. Moi, je fais aujourd'hui partir plus de gens à Dubaï qu'à Tel Aviv. Et la convention fiscale est beaucoup, beaucoup plus compliquée. Donc, quand on me dit, tiens, je ne vais pas déclarer en France, je leur dis d'abord, c'est de la fraude fiscale. Et j'ai 3 ou 4 enfants, bah, les quatre, vous avez quand même passé un mauvais quart d'heure parce que la France va avoir l'information. Aujourd'hui, on ne peut plus éviter de déclarer une succession.
Ça n'existe pas. Parce que de toute façon, l'information, à 95% dans les 12 mois, va remonter à la France. Souvent, il y a des comptes bancaires. Donc, euh, et puis encore une fois, ce qui ne remonte pas aujourd'hui va remonter dans 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et pensez pas que des flux d'argent, ça s'efface comme ça. On a des prescriptions très longues en matière de placement à l'étranger qui sont de 10 ans avec des moyens très élevés et des conséquences fiscales quand même qui peuvent être des fois catastrophiques sur des non-déclarations. Donc dans une succession, aussi on déclare, mais on va chercher une optimisation. Et il y a des moyens d'optimiser. Donc on vient de voir quand on devient propriétaire. Et puis le dernier élément, c'est à mon avis la prochaine bombe qui va fiscale, et ce sera la dernière entre la France et Israël, et ça c'est un sport, c'est que je vous ai expliqué que les loyers étaient imposables en Israël et que l'imposition en Israël annulait l'impôt en France. Concernant les plus-values immobilières, et je crois que les avocats israéliens qui respectent les règles, je pense qu'on a moins de 5, parce que je vois passer beaucoup d'opérations et je vois pas de déclaration. Il faut savoir que les plus-values immobilières sont à déclarer en France. Alors, pourquoi aujourd'hui personne ne les déclare, ou très peu? Parce que Israël a le droit de les imposer, comme le bien se trouve en Israël, mais que vous devez redéclarer les sommes en France et payer le complément d'impôt par rapport à l'impôt payé en Israël. L'impôt en Israël, de mémoire, tourne autour de 20-25% sur l'immobilier, et en France, il est 36% maximum, et on va faire des calculs en fonction de la durée de détention. Et je pense que c'est le principal risque que l'on va voir dans l'échange automatique de données immobilières, c'est que pour beaucoup de personnes, elles ont acheté un bien 1, qu'elles ont revendu 3 pour acheter un autre bien 3 et après le revendre. Sauf que lorsqu'elles ont vendu 3 le bien qu'elles avaient acquis 1, elles ont payé de l'impôt en Israël, mais jamais en France. Et comme souvent on a des acquisitions successives, on ne le voit pas obligatoirement à l'impôt sur la fortune immobilière. Et la France ne le contrôle pas encore, parce que Israël n'est pas le seul pays où je vois des non-déclarations de plus-value, hein. Il faut savoir que dans le cadre d'une déclaration fiscale, euh, d'une convention fiscale, les dispositions dont je vous parle sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières sont des mécanismes classiques type OCDE. Donc, c'est des mécanismes qu'on va retrouver dans beaucoup de destinations en Europe, en Asie. euh, donc, c'est pas une spécificité propre à la France et Israël. Et donc, il faut faire très attention parce que derrière, vous ne pourrez pas invoquer une prescription de 3 ans en disant j'ai pas déclaré ma plus-value. Vous serez sur une prescription de 10 ans puisque le bien est situé à l'étranger. Et donc, je pense qu'on va avoir un vrai, vrai sujet à ce niveau-là, surtout qu'en Israël, on a de grosses plus-values qui ont été réalisées ou qui vont être réalisées à l'avenir. Donc, euh, si vous envisagez de faire votre alia, attendez de faire votre alia pour vendre votre bien immobilier ou réaliser votre plus-value. Si vous le faites sous votre casquette résident fiscal français, vous avez des incidences quand même importantes.